La bataille autour des minerais de la RDC se resserre avec l'entrée en jeu des États-Unis. Nous analysons les avantages et les inconvénients de l'accord minier signé entre Kinshasa et Washington. Pourquoi les multinationales obtiennent-elles presque toujours gain de cause lorsqu'il s'agit des accords miniers en Afrique? Nous examinons comment les pays africains peuvent tirer le meilleur parti de leurs minerais de transition en maximisant la valeur ajoutée et en conservant un réel pouvoir de négociation. Et puis la révolution de la mobilité électrique en marche au Sénégal, mais des défis de durabilité persistent. À suivre le reportage de notre correspondant à Dakar. Merci de vous joindre à nous. À la faveur des concessions et d'incitations généreuses, les États-Unis ont obtenu un ancrage dans le secteur minier congolais avec un accès à d'immenses réserves de cuivre et de cobalt. Les deux parties saluent un accord historique, mais les experts sont plus réservés. Selon eux, cet accord s'inscrit dans une longue série de partenariats déséquilibrés qui ne placent pas les intérêts congolais au premier plan. Le pacte signé lors de la visite du président Félix Tshisekedi à Washington donne aux États-Unis un accès sans précédent au secteur minier congolais. En vertu de cet accord, Washington garantit l'accès au cuivre, au cobalt, au zinc, à l'or et à d'autres minerais jugés stratégiques, tout en promettant en échange des infrastructures, des emplois et une valeur ajoutée. L'accord crée une réserve de minéraux stratégiques pour assurer un approvisionnement prévisible et durable des États-Unis en minéraux critiques, y compris le cobalt, tout en garantissant aux Américains un traitement préférentiel dans l'exploitation et la commercialisation de ces minéraux. L'accord est susceptible de dissuader les mineurs chinois d'étendre leurs activités en RDC. Il offre aux investisseurs américains une pléthore d'incitations fiscales et réglementaires. Le Congo est le premier producteur mondial de cobalt, un matériau essentiel pour les batteries des véhicules électriques. Certains observateurs estiment que Kinshasa donne trop et reçoit peu en retour. Ils soulignent notamment l'absence de garantie de sécurité de la part des États-Unis, principale raison pour laquelle Kinshasa a proposé un accord sur les minerais. Comparaison possible. Cet accord établit un cadre politique, économique et juridique très spécifique, destiné à inciter et protéger les investissements américains en RDC. Il offre également des avantages politiques considérables. Par exemple, dans le cadre de cet accord, l'ambassadeur des États-Unis dispose de pouvoirs importants que l'on ne retrouve pas par exemple chez l'ambassadeur de Chine. Les autorités congolaises devront fournir des briefings trimestriels à l'ambassadeur américain pour expliquer les raisons, les justifications et l'impact de quotas ou d'éventuelles interdictions d'exportation, notamment sur le cobalt. Ainsi, ces politiques devront s'aligner sur les objectifs de l'accord signé avec les États-Unis. Cela signifie que la RDC ne pourra plus se baser uniquement sur sa sur la dynamique du marché ou ses propres intérêts, mais devra aussi prendre en compte les intérêts américains dans l'élaboration de sa politique d'exportation de minerais critiques. C'est quelque chose d'inédit, même dans l'accord conclu auparavant avec les entreprises chinoises. C'est un accord très particulier et inédit. Qu'en est-il de la mise en œuvre concrète de cet accord? Comment le Congo peut-il accorder des concessions ou des permis dans des territoires qu'il ne contrôle pas entièrement? C'est là que les choses deviennent intéressantes, car l'accord ne vise pas spécifiquement l'est du pays. Il couvre l'ensemble du territoire de la RDC. À la lecture du texte, on constate que l'accent est mis sur le cuivre, le cobalt, le zinc et l'or, des ressources que l'on trouve principalement dans le sud-est de la RDC et dans le nord-ouest. La logique veut donc que la majorité des concessions que la RDC mettra sur la table se situent dans le sud-est du pays, c'est-à-dire dans la région du Katanga. Dans cette région, chaque permis non attribué, chaque zone d'exploitation non licenciée fera partie des discussions. Quelles pourraient être les conséquences pour les compagnies minières chinoises déjà solidement implantées en RDC? L'acquisition de nouveaux permis d'exploitation, notamment ceux qui sont économiquement et géologiquement les plus attractifs, devient extrêmement compliqué. Il sera donc très difficile pour les entreprises chinoises d'obtenir de nouveaux droits miniers dans ce contexte. Jérôme Nima, merci pour votre temps. Thank you.
Les réserves africaines de cuivre, de cobalt et de lithium figurent parmi les plus importantes au monde. Pourtant, le manque de compétences solides en négociation minière au sein des gouvernements africains entraîne d'importantes pertes de revenus potentiels et hypothèque les intérêts nationaux dans ces secteurs stratégiques. Reportage sur la manière dont les États peuvent reprendre la main et maximiser la valeur de leurs ressources. L'Afrique recèle d'importants gisements de minéraux essentiels qui sont à la fois rares, stratégiques et vitaux à l'échelle mondiale. Mais peu de pays parviennent à transformer leurs richesses minérales en levier de pouvoir. Les déséquilibres entre les entreprises étrangères et les gouvernements africains restent importants, influençant les négociations autour des codes miniers, des contrats et des pratiques. Je pense qu'il incombe au gouvernement d'être en mesure de comprendre quelles sont les compétences dont il dispose au sein des ministères en matière de négociation de contrats. Et je pense que si ces compétences font défaut en interne, il faut être capable de travailler avec des partenaires qui peuvent vous aider. Il existe une formidable institution issue de la Banque africaine de développement appelée Facilité africaine de soutien juridique qui peut aider les gouvernements dans le cadre des contrats intergouvernementaux et bien sûr entre gouvernements et entreprises, etc. Cela permettra d'assurer que les clauses en petits caractères sont bien comprises et que les nuances qui n'ont pas été nécessairement bien traduites dans le document peuvent être expliquées de manière efficace. La ruée vers les minerais africains exige non seulement de la vigilance, mais aussi la négociation de partenariats plus équitables afin de soutenir le développement. Bien que producteur de pétrole, le Sénégal connaît une véritable révolution concernant les véhicules électriques. Ce marché en pleine expansion est porté à la fois par les commandes publiques et des initiatives privées. Toutefois, cette croissance se heurte à plusieurs obstacles, notamment les coûts d'importation et les défis liés aux infrastructures. Wani Johnson Sambou est notre correspondant à Dakar. Avec ses 144 bus articulés 100% électriques, le BRT symbolise la révolution du secteur automobile sénégalais. Aujourd'hui, le marché est en forte croissance, porté notamment par l'allègement des charges d'entretien, mais aussi la diminution de la facture de carburant pour les privés. Globalement, je dirais que c'est économique au regard du coût et par rapport aux autres motos où il faudra utiliser de l'essence. Mais le bémol reste les prix d'achat jugés très élevés. Dans cette entreprise de fabrication de motos, il varie entre 650 000 francs et 970 000 francs CFA. Mais pour conquérir le marché, elle joue sur certaines facilités. On sait tous qu'on est en Afrique et le pouvoir d'achat n'est pas assez élevé. Donc avec les motos électriques, ça pourra en tout cas aider aux Sénégalais, aux Africains à optimiser leurs dépenses. Parce que ici, si vous achetez une moto, on vous donne une assurance 1 an, parce que nous avons tous les outils à notre disposition, parce que c'est l'entreprise elle-même qui s'est implantée ici. Donc c'est l'entreprise qui produit, c'est l'entreprise qui vend. Côté auto, la croissance repose en partie sur des initiatives privées comme ces VTC électriques. Mais ici, l'expansion du marché se heurte à beaucoup de contraintes, comme l'explique ce conducteur de taxi qui a troqué sa voiture thermique avec une électrique. L'électrique est certes plus bénéfique à bien des égards, mais il y a encore des choses à améliorer, comme l'augmentation des bornes pour qu'on puisse recharger nos voitures n'importe où. Aujourd'hui, les prix des voitures électriques neuves varient en moyenne entre 15 millions et 30 millions de francs CFA à cause de la lourdeur des taxes sur les importations. Les concessionnaires plaident en faveur d'exonérations fiscales.